Bonjour, bienvenue à vos 2 minutes juridiques avec le cabinet d'avocats Lando associé par VK. Dans quelques minutes, on va parler de commande publique durable, mais tout de suite, les brefs de la semaine avec un jugement intéressant sur la notion d'activité accessoire pour un agent public, le décret qui est publié pour les lanceurs d'alerte. Donc, à l'exception de quelques personnes publiques comme les communes de moins de 10 000 habitants, tous les employeurs de plus de 50 agents vont devoir, seuls ou en mutualisation, par exemple avec les centres de gestion, mettre en œuvre ce décret lanceur d'alerte. Important donc. Décision de nouveau de la CEDH concernant l'obligation vaccinale pour certains agents et de nouveau rejet de la CEDH, mais essentiellement pour des questions procédurales. On n'est toujours pas en train d'examiner le fond. Ceci dit, la jurisprudence de la CEDH est assez favorable à l'obligation vaccinale. Donc bon. En matière de marché, évidemment, la grande actualité du moment, c'est l'inflation, les difficultés pour les collectivités à boucler leur budget, mais aussi à gérer leurs relations avec leurs co-contractants. Pour ça, on avait une décision intéressante, enfin un avis non contentieux très intéressant du Conseil d'État du 15 septembre dernier, on en avait parlé. Puis, dans la foulée, une fiche de la DAJ. Notre base documentaire se complète désormais d'une circulaire de la Première ministre du 29 septembre 2022 sur ce point. Et puis, on attend encore quelques précisions de la DAJ dans les jours ou semaines à venir. Décision aussi confirmative de l'ACA de Paris, comme quoi un contrat même entre deux personnes de droit privé sera un contrat public si une des deux personnes de droit privé agit pour le compte de personnes publiques. En l'occurrence, guide touristique et une association, il y a beaucoup d'offices de tourisme associatifs qui ignorent qu'ils passent des contrats de droit public avec toutes les conséquences que cela implique. C'est comme ça. Sauvegarde de l'environnement naturel ou urbain d'un projet. Arrêt intéressant du Conseil d'État du 22 septembre sur le fait qu'il y a bien une mise en œuvre cumulative des outils juridiques de protection des sites et du patrimoine. CA de Versailles, quant à elle, qui nous confirme une interprétation très souple de la notion d'extension, sauf disposition contraire du PLU. Et puis autre CA, celle de Bordeaux cette fois-ci, qui avait à savoir s'il faut faire une étude d'impact quand j'ai une déclaration préalable qui en fait conduit à une division foncière et un lotissement. Si ce lotissement conduit à des aménagements nécessitant une étude d'impact, est-ce que l'étude d'impact devait être avant la déclaration préalable? Non, nous dit la CA de Bordeaux, pas par défaut, mais évidemment un examen au cas par cas à conduire. En matière de TOM, on connaît les contentieux dits au champ, où les contribuables vont contester leur taxe d'enlèvement des ordures ménagères en disant que celle-ci est excédentaire. Si on n'est pas dans un contentieux contre la délibération, mais contre l'avis d'imposition, alors qui défend? C'est l'État. Le Conseil d'État du 30 septembre nous dit non, mais les collectivités ont bien un droit à s'inviter à ce procès, par ce qu'on appelle une intervention volontaire. Et le juge nous confirme également, mais ça n'en doutait pas beaucoup, que les AC sont bien à exclure de ce mode de calcul. La FNCCR a adopté 3 motions en matière de gestion de l'eau durable, intéressant, vraiment participation à un débat important en ce moment. Autre débat en ce moment, l'euthanasie. Alors, la CEDH avait à connaître d'une affaire en Belgique avec quelqu'un qui avait décidé de mettre fin à ses jours de manière légale au regard du droit belge, et on invitait cette personne à prévenir ses proches et elle n'a pas voulu. Est-ce que tout ceci est conforme à la Convention européenne des droits de l'homme? Sur le droit à la vie, non, il n'y a pas d'atteinte au droit à la vie au sens de la Convention, nous dit la CEDH, mais ce n'était pas réellement l'objet du litige. Enfin, c'est important quand même. Est-ce qu'il y avait une obligation de prévenir les proches? Non, la Convention ne l'impose pas, nous disent les juges. En revanche, est-ce que les garanties prévues par le droit belge dans le droit de l'euthanasie suffisent en termes de contrôle et d'impartialité? Non, nous dit la CEDH. Grosse actualité en matière de bâtiments. Alors, tous les bâtiments tertiaires, mais y compris un grand nombre de bâtiments publics, c'est souvent méconnu, doivent faire des déclarations de consommation énergétique. Ça devrait déjà être fait. Mais tout le monde ne l'a pas fait, loin s'en faut. Il y a une tolérance jusqu'à la fin 2022 sur ce point. Il y a un programme public qui est porté par la FNCCR pour le pilotage de bâtiments publics et ses améliorations. C'est perfecté, donc le site internet. Et puis, autre type de bâtiment, la grande presse en a parlé, les commerces et autres ne sont plus censés avoir leurs portes grandes ouvertes quand leur commerce est en train d'être climatisé ou au contraire chauffé. Mais ça concerne aussi les collectivités, à 2 titres. Grand 1, ça concerne vos bâtiments publics, ça concerne une mairie, un hôtel de préfecture, une crèche. Et puis ça va concerner aussi le maire, car c'est à lui de faire respecter, avec sanction à l'appui, ce nouveau dispositif, ce qui n'est pas forcément très facile.
Et puis, délivrance de plusieurs agréments des éco-organismes pour les déchets du bâtiment. Donc, c'est une filière qui va être mise en place pour le 1er janvier prochain et qui est importante. En matière de lumière maintenant, on a une généralisation de l'extinction entre 1h et 6h du matin. Avant, on avait un seuil de 800 000 habitants. Dans certains cas, c'était les autorités locales qui s'en occupaient. Dans l'autre cas, il y avait une interdiction de principe, etc. Non. On a une interdiction systématique maintenant des publicités lumineuses entre 1h et 6h du matin sous certaines dérogations, qui évoluent très peu. Et on a quelques adaptations également pour le mobilier urbain. Attention. Et puis, le jour de la nuit, le terme est joliment choisi, donc une manifestation nationale de sensibilisation sur la pollution lumineuse. Ça sera samedi 15 octobre 2022. Voici des références. Et puis les mini-rêves, que voici et que voilà. Mais passons maintenant à notre grand dossier. Commande publique durable, un guide pratique. Et oui, car Intercommunalité de France, ce qu'on appelait avant ADCF, et notre cabinet Landau Associés, nous avons réuni nos forces pour faire un guide sur les intercommunalités pilotes d'une commande publique responsable. Évidemment avec les deux grands volets, la commande publique durable au sens environnemental, mais aussi la partie clause sociale. En 2014, la commande publique française représentait environ pour 10% de notre PIB, donc 200 milliards d'euros. Donc c'est un levier énorme pour la transition environnementale et une commande publique durable. On a eu plein de lois. La loi Egalim sur certains domaines, la loi AGEC sur d'autres, la loi Climat Résilience au spectre très large, et de très nombreux textes réglementaires, dont récemment le décret du 2 mai 2022. 47% des intercommunalités sondées par Intercommunalité de France sont déjà en train d'élaborer une stratégie de commande publique durable. 41% en disposent déjà, 12% le feront bientôt sans doute. Dans ce guide que nous avons fait ensemble, on a voulu montrer le droit applicable, avoir des retours d'expérience et des conseils. Et pas des conseils d'expérience merveilleuse qui semblent être des objectifs inatteignables, mais des retours ordinaires du terrain. Ce guide est en téléchargement libre et gratuit, aussi bien sur le site de l'ADCF que sur celui de notre cabinet. Et donc, j'insiste sur le fait qu'avant, ces clauses environnementales ou sociales étaient soit des marchés réservés, soit des clauses d'exécution du contrat, plus rarement des paramètres permettant de sélectionner des candidats. Aujourd'hui, on a ces paramètres-là, surtout pour la partie environnementale, à toutes les étapes. C'est dans l'analyse des besoins et les politiques de sourcing, c'est dans les normes à appliquer, mais aussi dans la notation, dans l'évolution même de la notion de prix, où il va y avoir plusieurs phases successives de montée en charge pour la prendre en compte, par exemple, des questions de durée de vie et de réparabilité. Et donc sur le terrain, on a une progression étape par étape et un besoin donc d'exemples reproductifs et de voir comment font les autres pour s'en sortir, car les marches à gravir ne sont quand même pas à sous-estimer dans leurs difficultés. Sur tout ceci, j'ai voulu poser quelques questions à Annelle Contrepoix et à mon associé Evangelia Karametrou. Bonjour à toutes les deux. Bonjour. Bonjour. Evangelia, commençons par toi. Quels conseils en amont de l'achat public ? Prendre le temps nécessaire, je sais que c'est précieux, mais prendre le temps nécessaire de faire du sourcing et bien définir vos besoins. C'est ce qu'il faut, c'est que les services puissent travailler ensemble. On a l'exemple dans pas mal de collectivités qui sont en avance sur ce type de procédures et qui ont fait travailler ensemble plusieurs services concernés, à savoir pas seulement le service commande publique, mais aussi les acheteurs, bien sûr. De plus en plus de collectivités recrutent d'acheteurs, et pas seulement les grosses, mais aussi maintenant les petites, ça commence à rentrer dans les mœurs. Et aussi le service métier, c'est-à-dire le secteur qui est concerné à chaque fois par le besoin. Puis au stade des procédures. Le bon sourcing, qu'on a bien monté nos cahiers de charges avec la bonne définition de nos besoins par rapport à ce qui existe sur le territoire, sur la France entière, puis en Europe, peut-être et encore plus. Alors, ce qui est bien, c'est de bien définir nos critères de sélection des offres dans les documents de la consultation, de bien les utiliser lorsqu'on va rédiger notre rapport d'analyse des offres et aussi, surtout, de bien rédiger nos clauses d'exécution et aussi surveiller dans la pratique, le service qui est concerné doit être associé très en amont pour qu'il puisse comprendre comment le marché a été monté, puis après de bien
comprendre les offres, comment elles ont été présentées, quelle est l'offre retenue, à quoi elle s'engage, qu'est-ce que la société elle s'engage à faire, l'entreprise en question qui a été retenue, pour qu'on puisse bien après suivre la bonne exécution du marché, pour qu'on puisse voir effectivement ce qu'on a rêvé en amont, de le voir bien se matérialiser dans les quotidiens de la collectivité et voir émerger les projets tels qu'on l'avait imaginé. Et Anaëlle, quel retour d'expérience de la part des intercommunalités? Alors, les communautés, elles en sont dans leur phase d'organisation. On a des objectifs nationaux qui ont été fixés, on a une mise en ordre de bataille au niveau des intercommunalités qui sont volontaires et qui veulent répondre à ces nouvelles obligations. Maintenant, c'est comment est-ce qu'on se met en ordre de bataille, comment est-ce qu'on s'organise pour aller vers la commande publique responsable. Les intercommunalités, elles s'organisent actuellement sur de nouvelles pratiques, la mise en place du sourcing, travailler en transversalité avec les services, avoir un portage politique de cette démarche-là, et puis de voir aussi sur la formation des acheteurs, la sensibilisation au niveau de tous les acteurs économiques du territoire qui peuvent répondre à à ces marchés publics. Et quel volet à ce sujet dans votre feuille de route, celle d'Intercommunalité de France? Dans notre feuille de route, Intercommunalité France, nous sommes interrogés sur comment est-ce qu'on pouvait accompagner et on s'est dit qu'il fallait absolument placer la commande publique responsable au cœur. C'est un des piliers de l'économie circulaire et sur ce sujet-là, les intercommunalités ont beaucoup de choses à faire. Et donc pour nous, c'est essentiel qu'on puisse être en accompagnement. On travaille avec le ministère sur l'accompagnement, sur la mise en œuvre du plan national des achats durables et donc c'est vraiment un élément central sur la partie économie circulaire de notre feuille de route. Et puis bien sûr, on est aussi preneur de tout de retour d'expérience et c'est pour ça qu'on fait ce guide-là aussi pour mettre en avant des retours d'expérience. Eh bien, merci beaucoup. Au revoir. Merci. Et merci à vous. À bientôt pour une nouvelle vidéo, les 10 minutes juridiques parlant d'associés pour VK. Pensez à vous abonner. Merci. Au revoir.